Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue à la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les titres. Code de la famille, les contours de la réforme se précisent, initiée conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Amir Mouminin. Cette refonte ambitieuse allie impératif de la modernité et respect des valeurs religieuses et culturelles du Maroc. Gros plan ce soir sur un processus de révision lancé en 2022 par le souverain. L'heure est au bilan pour la DGSN. Sur le plan sécuritaire, la Direction générale de la Sûreté nationale a démantelé en 2024 quelques 123 réseaux criminels s'activant dans l'organisation de l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains et a arrêté 32 individus soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de terrorisme. L'art est parfois éphémère, une exposition aussi. Le concept de pop-up fait fureur en ce moment. L'on comprendra pourquoi à la fin du journal, juste après une visite guidée d'une exposition à la Marina de Casablanca. Les formes artistiques se côtoient sans se bousculer. Aujourd'hui, le Royaume se lance dans une refonte globale du Code de la famille. Au terme de sa mission, l'instance chargée de la révision du Code de la famille a remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir Mouminin un rapport comportant plus de 100 propositions d'amendements. L'initiative lancée par Sa Majesté le Roi Amir Mouminin est de faire émerger un texte de loi à même de répondre aux réalités sociales actuelles ainsi qu'aux besoins de la famille marocaine dans le respect de la charia islamique. Coup de projecteur ce soir sur un processus lancé par le souverain il y a plus de 2 ans lors du discours du trône. Sophia Fegroud. Le Code de la famille a représenté un véritable bond en avant. Désormais, il ne suffit plus en tant que tel. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d'atteindre les objectifs escomptés. Voilà comment Sa Majesté le Roi a formulé l'idée de la révision du Code de la famille. C'était en 2022. Un an plus tard, le souverain adressera dans ce sens une lettre au chef du gouvernement. À travers cette lettre, le souverain a confié le pilotage de la préparation de cette importante réforme de manière collective et collégiale au ministère de la Justice, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et à la présidence du ministère public. Ces institutions ont été appelées à associer étroitement à cette réforme les autres instances concernées directement par cette question. À leur tête, le Conseil supérieur des Oulémas et le Conseil national des droits de l'homme. La lettre que nous avons adressée au chef du gouvernement pour engager la révision du Code de la famille s'inspire de ces valeurs nationales qui inscrivent la famille et les liens familiaux dans la sphère du sacré. La famille étant la cellule de base de la société selon les termes de la Constitution. Nous veillons toujours à réunir les conditions favorables pour en fortifier la cohésion. En effet, une société saine s'érige sur le socle d'une famille saine et équilibrée. Corrélativement, si la famille se désagrège, la société perd inévitablement la boussole. Dans le processus de réforme, tous les acteurs concernés ont leur mot à dire. Leurs propositions ont été recueillies par les membres de l'instance chargée de la révision du Code de la famille. L'instance a rencontré tour à tour divers acteurs de la société civile, notamment des associations, des partis politiques, des centres de recherche, ainsi que des organisations professionnelles et des experts en la matière. 130 séances d'écoute au total. جلالة الملك منذ البداية أعلن على مقاربة متميزة مقاربة تشاركية. Dès le début, Sa Majesté le Roi a eu une approche participative qui s'est concrétisée par des audiences publiques menées par l'instance créée par le souverain. Cette instance a auditionné les principaux acteurs. La dimension des droits de l'homme a été prise en compte à travers le CNDH, tout comme la dimension institutionnelle à travers le ministère de la Justice, mais aussi la dimension judiciaire pour remédier aux lacunes du Code de la famille. Sans oublier le Conseil des Oulémas. Suite à la fin de sa mission dans le délai imparti, l'instance chargée de la révision du Code de la famille a soumis au souverain un rapport comportant plus de 1000 propositions d'amendements.
Sa Majesté le Roi, Amir Mouminin, a bien voulu saisir le Conseil supérieur des Ulama concernant certaines propositions relatives à des textes religieux au sujet desquels le Conseil a émis un avis légal. C'est à présent au gouvernement de traduire ces recommandations en un projet de loi qui sera soumis au Parlement. Ce chantier royal va porter ses fruits. Ce sera une réponse aux attentes de femmes souffrant de plusieurs problèmes au sein de leur foyer, comme la nafaqa, la tutelle légale ou encore le partage des biens. Une révision profonde et substantielle du Code de la famille, conformément aux hautes directives royales, est à même de donner un nouvel élan à la protection juridique de la femme, de garantir la stabilité de la famille et des intérêts supérieurs des enfants, de consacrer la place du royaume parmi les pays dotés d'une expérience volontariste en matière de promotion du principe de l'égalité inscrite dans la Constitution, dans la perspective de la parité, et ce en harmonie avec notre référentiel national et religieux qui représente notre spécificité et notre singularité. Et pour parler de la prochaine révision du Code de la famille, nous accueillons en duplex depuis Casablanca Nouzha Srali, ancienne ministre et présidente de l'association Awel pour les libertés et l'égalité. Madame Nouzha Srali, bonsoir. Alors, parlons d'abord... Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, Madame Zasrali, parlons d'abord du processus en marche pour cette réforme. Un processus engagé en 2022 dans le discours du trône. Cela fait 2 ans que le projet suit son cours. Bien écoutez, ce processus est effectivement déclenché en 2022 à l'occasion de la fête du trône, du discours du trône de Sa Majesté le Roi, a montré que Sa Majesté le Roi est constamment à l'écoute des souffrances et des doléances exprimées par les femmes marocaines et et par les enfants de notre pays qui également souffrent d'un déficit de droits quand ils sont dans des situations particulièrement difficiles. Ce processus rentre dans la droite ligne de tout ce qui a été engagé depuis un quart de siècle maintenant du règne de Sa Majesté, constamment un intérêt extrêmement fort pour la situation des femmes, pour les droits des femmes, pour la promotion des droits des femmes. Et il y a certainement beaucoup d'acquis, mais ce rendez-vous était crucial. Et ça fait 2 ans et demi, donc, depuis qu'a été déclenché le processus, que la société civile est mobilisée d'une façon remarquable, en faisant des convergences, en faisant des études, en approfondissant tout l'argumentaire pour pouvoir effectivement atteindre notre objectif que partage Sa Majesté le Roi, qui est une réforme profonde et globale du Code de la famille, basée sur l'égalité, que 2 fois ne l'a rappelé Sa Majesté le Roi, basée sur l'égalité, sur la justice, sur la cohésion, sur la solidarité. Et également, les fondements qui ont été dictés pour la réforme du Code de la famille sont très faciles à rappeler en des mots, juste la mutation, et tenir compte des mutations de la société, tenir compte des dispositions de la Constitution qui sont pour l'égalité et également tenir compte des conventions internationales. Ça a été encore rappelé, réaliser l'harmonisation avec tous ces engagements, parce que l'enjeu, c'est le développement de notre pays. Madame Zasrali, lundi, lors de la séance de travail consacrée à la question de la révision du Code de la famille, justement, Sa Majesté le Roi Amir Mouminin a insisté sur l'impératif de percevoir la teneur de la réforme dans un cadre de complémentarité, justement, en ce sens qu'elle ne favorise pas une partie au détriment de l'autre. Alors, dans quelle mesure cette révision sert-elle les intérêts de toutes les composantes de la famille marocaine ? Bien écoutez, la complémentarité, oui, ça va avec l'égalité, parce qu'aujourd'hui nous constatons que la cellule familiale est en crise, vu que les mutations sociales n'ont pas été accompagnées par des mutations des lois et par des mutations des politiques publiques.
Alors ce qui fait aujourd'hui, on a beaucoup de divorces, on a beaucoup de mésententes au sein de la famille, et c'est par l'égalité qu'on va rétablir une famille cohérente, une famille inclusive, une famille, disons, fondée sur l'amour, le respect mutuel, et non pas fondée sur la domination, sur les injustices à l'égard d'une partie ou de l'autre. Il y a également lieu de dire qu'il y a les enfants nés hors mariage notamment, pour lesquels nous avions des attentes énormes. Nous avions des attentes que cette réforme vraiment puisse réaliser l'égalité. L'égalité au niveau de la tutelle, nous avons vu, disons, les propositions qui sont venues, ce sont des propositions, certes, qui comportent des petites avancées, mais toujours des mesures en mi-teinte. C'est-à-dire, par exemple, on a dit l'âge du mariage à 18 ans, mais il faut qu'on profite de l'expérience de 2004. Parce que là, il y avait le mariage à 18 ans déjà, mais il y avait une petite brèche qui a été ouverte. Aujourd'hui, on a mis 17 ans comme âge pour faire disons des exceptions. Eh bien, c'est très dangereux. Ça remet en cause parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette brèche peut être utilisée pour être élargie. Il en va de même pour la polygamie. Nous voulions une interdiction de la polygamie. Parce qu'elle fait souffrir les familles, elle détruit les familles, elle détruit les enfants. Et demander les témoignages de toutes ces familles dans lesquelles le mari a quitté pour aller se marier avec une autre femme, ce n'est pas conforme à nos valeurs d'égalité. Alors, la révision du Code de la famille vise à transcender certaines lacunes relevées lors de son application. Alors, quelles sont les propositions d'amendement qui pourraient remédier aux dysfonctionnements relevés dans la mise en œuvre du Code de la famille et plus généralement dans la mise en œuvre des dispositions de la Constitution? Écoutez, je voudrais dire quelque chose de très important, c'est que Sa Majesté le Roi n'est pas satisfait par ces propositions qui ont émané du Conseil de nos honorables ulama. La preuve, c'est qu'il les a appelés à créer une instance dans laquelle ils reverraient leur copie, dans laquelle ils feraient preuve d'un ijtihad afin de sortir des propositions, des solutions qui sont en conformité avec l'évolution de la société, avec l'évolution actuelle des femmes. Les femmes aujourd'hui, ce n'est pas les femmes d'il y a 40 ans ou 50 ans, encore moins les femmes d'il y a 14 siècles. Alors je crois que c'est très important de dire que ces propositions ne sont que des propositions. Il ne s'agit pas d'un projet de loi, il ne s'agit pas d'un verdict définitif, parce que ce serait vraiment très triste qu'après tout ce processus, on n'en sorte pas avec des acquis clairs en matière de reconnaissance de l'ADN, en matière d'héritage, puisque nous avons le Tarseb. Nous avons toutes les preuves, tous les témoignages qui nous disent que le Tarseb, pour les collatéraux, n'est pas coranique. Alors pourquoi imposer cette injustice aux familles qui n'ont pas de garçons? C'est quelque chose de très important. Et la demi-mesure qu'on nous propose de dire il garde... Excusez-moi, c'est très important. Qu'il garde la maison. Oui, mais la maison, si elle n'est pas au nom de la famille, alors que ce sont des gens pauvres. Et s'ils ont une petite boutique ou un petit terrain qui leur permet de la subsistance, on va les priver de ces biens au profit de collatéraux, enfin disons d'oncles et de cousins lointains. Alors Madame Le Za, avec la famille, ce n'est pas possible. Madame Le Za, cette disposition du Tarseb. Cela nous amène à notre dernière question justement. Il faut bien souligner que nous parlons d'une future réforme, une réforme en marche, mais pour l'instant il n'y a pas de projet de loi. Alors quelles seront les prochaines étapes? Eh bien aujourd'hui, la porte est ouverte d'abord au débat pour savoir quel est le véritable contenu que nous allons mettre dans ce code. Parce que c'est un code que nous avons encore à supporter jusqu'à, je n'arrive même pas à calculer la date, jusqu'à 2045, c'est-à-dire encore pendant 20 ans. Parce qu'on ne change pas le code de la famille toutes les années ou tous les 3 ou 4 ans. C'est une grosse réforme qui aujourd'hui est censée accompagner la marche du Maroc vers le développement. Alors je pense que premièrement il y a le débat, et je voudrais dire une chose aussi très importante, c'est que Sa Majesté le Roi, qui bénéficie de la confiance et de l'affection de toute la population, lui-même se place, disons, sous la Constitution. Il dit qu'il est soumis à la Constitution et aux règles de la Constitution qu'il respecte scrupuleusement. Alors le Majlis des Ulama
qui est présidé par Sa Majesté le Roi, je pense qu'il devrait tenir compte également des dispositions de la Constitution et faire un effort pour aller vers l'égalité. L'égalité, la justice, ça ne peut pas être en contradiction avec notre Saint-Coran et notre religion qui a des finalités extrêmement humanistes et positives pour le bien, pour le maslaha de la population. Et je suis convaincu qu'avec toutes ces convergences positives, nous allons arriver à mettre en place des règles et avec bien sûr la présidence de Sa Majesté le Roi, avec l'arbitrage de Sa Majesté le Roi, nous allons arriver à des solutions qui feront que quand nous présenterons un projet de loi au Parlement, ce sera un projet de loi qui produira une synergie ou dans laquelle tout le monde va converger vers les solutions qu'il nous faut pour le Maroc du 21e siècle. Madame Nozhas Khalli, merci d'avoir été en duplex avec nous depuis Casablanca. Je rappelle, vous êtes ancienne ministre et présidente de l'association AOL pour les libertés et l'égalité. Merci. La dynamique de soutien à l'intégrité territoriale se poursuit. La Chambre des députés du Paraguay ratifie son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les députés paraguayens réaffirment leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme base pour concrétiser une solution pacifique, juste et conforme à la légalité internationale. La Chambre basse appelle en outre le gouvernement paraguayen à adopter cette même position à travers la publication de communiqués officiels et l'exhorte à exprimer son appui explicite à l'initiative marocaine au sein des espaces et forums internationaux auxquels il prend part. La DGSN dresse son bilan au titre de l'année 2024. Le bilan comporte une vision globale et transversale des actions du service public de police dans les divers domaines, en phase avec les attentes des citoyennes et citoyens. Alors, sur le plan sécuritaire, la Direction générale de la Sûreté nationale a procédé au démantèlement de quelques 123 réseaux criminels s'activant dans l'organisation de l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains et l'arrestation de 32 individus soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de terrorisme. Les chiffres clés avec Mariam Lemessi. 2024 a été une année d'action pour la Direction générale de la Sûreté nationale. En matière de lutte contre la criminalité, 755 541 affaires criminelles ont été enregistrées. Un indicateur en légère hausse par rapport à 2023, grâce aux interventions étoffées des brigades anti-gang multipliées pour atteindre actuellement 26 brigades spécialisées réparties sur l'ensemble du territoire national. En matière de lutte contre l'immigration illégale, les efforts de ces services ont permis de démanteler quelques 123 réseaux criminels, s'activant dans l'organisation de l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains, soit une hausse de 2% par rapport à 2023. 425 organisateurs et intermédiaires d'opérations de migration ont été interpellés, en plus de 65 instigateurs identifiés impliqués dans le nouveau mode opératoire criminel, consistant à poster sur les réseaux sociaux des appels incitant à l'immigration collective. Autre indice, le taux des infractions liées à la cybercriminalité, à l'extorsion et au chantage sur Internet, en hausse de 40%, avec 8 333 affaires. Et 3 265 contenus associés au chantage détectés. La plateforme Ibalar, dédiée au signalement par les citoyens des infractions commises sur Internet, a reçu depuis sa mise en service en juin 2024 un total de 12 614 signalements qui ont été traités conformément à la loi. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la Brigade nationale de la police judiciaire prouve une fois de plus son efficience. La BNPJ a déféré cette année au parquet compétent 32 individus soupçonnés d'être impliqués dans ce genre d'affaires. Sans compter les cellules terroristes démantelées par le Bureau central d'investigation judiciaire, relevant de la DGST. L'année qui s'achève a été également marquée par de nombreux acquis sur le registre de la coopération sécuritaire internationale. Membre du comité exécutif d'Interpol, la DGSN s'ouvre sur ses partenaires internationaux. L'Espagne, la France et l'Allemagne arrivent en tête.
Après de longues concertations et après plus de 8 ans d'attente, le projet de loi organique définissant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève, enfin adopté par la Chambre des représentants. La séance plénière présidée par le président de la première chambre a été marquée par l'examen d'un ensemble d'amendements, dont 2 nouveaux amendements qui n'ont pas été examinés auparavant au sein de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Ces amendements concernent des propositions présentées par le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Skouri, et d'autres soumis par des députés parlementaires, dont la réduction des délais de notification de la grève dans le secteur public, le service public ou encore dans le secteur privé pour les professionnels. Et parmi les principaux amendements proposés par le gouvernement et adoptés figure l'intégration des travailleuses et travailleurs domestiques parmi les catégories concernées par le droit de grève. On ouvre une page culture avec cette exposition pop-up, comprenez bien, éphémère, un concept qui fait fureur dans la sphère artistique. C'était le cas ce week-end à la Marina de Casablanca, où se sont retrouvés des jeunes artistes, designers, photographes, créateurs de mode, loin des galeries et musées. C'est dans une ambiance plutôt festive qu'ils présentent leur œuvre à un large public. Mohamed Chikir, Abdel Ilal Cheb et Dominique Orlando. Ce n'est certainement pas le froid hivernal de ce samedi soir qui aurait pu venir à bout de leur grand enthousiasme et de leur envie de prendre part à cette exposition consacrée à la toute jeune création Made in Morocco. Quelques vêtements réalisés en macramé ancien viennent créer la surprise, qui est vraiment le maître mot pluriel de cette manifestation. Le Maroc est dans une période de croissance, de création et de production locale merveilleuse et incroyable. On est tout simplement parfois étonné de retrouver des productions qu'on ignore et avoir au Maroc. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on est très très fier et on est optimiste par rapport à ça pour le futur. Un futur qui ressemble de plus en plus à des créations qui se veulent uniques et sans équivalence. Car aujourd'hui, s'habiller, c'est d'abord mettre en avant sa propre personnalité. On personnalise mais complètement le vêtement. Même si vous avez un vêtement, je le personnalise. Ça peut être une broderie, ça peut être des boutons en plus, ça peut être un galon en plus. Mais un vêtement qui vous convient et qui vous ressemble surtout, qui vous représente. Un peu comme ces portraits saisissants qui sont en noir et blanc, la représentation du temps qui passe sur le visage de tous ces artisans anonymes rencontrés à Fès. Et en couleur, elles sont la fantaisie même d'une mode toujours éclatante et pleine de vitalité. Je suis professeur dans différentes écoles d'art et je suis souvent en rencontre avec les jeunes. Il y a un potentiel énorme par rapport aux nouvelles générations montantes. C'est des personnes qui ont un regard différent. Elles sont dans les nouvelles technologies, etc. Et par rapport à cette exposition en particulier, ben oui, les rencontres avec les jeunes, c'est toujours enrichissant. Enrichissant au point de ne pas trop résister à l'envie de se mêler également à cette foule de très jeunes danseurs, quasiment survoltés, qui prolongeront le spectacle jusque assez tard dans la nuit. Des millions de chrétiens à travers le monde célèbrent Noël aujourd'hui, des fêtes en famille dans une ambiance conviviale et pour beaucoup gourmande. À Rome, le pape François a ouvert hier soir la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican, inaugurant officiellement l'année sainte du jubilé ordinaire 2025. Le Vatican prévoit une trentaine d'événements spécifiques qui se dérouleront tout au long de cette année sainte, dédiée à la réconciliation et au renouveau spirituel, et qui se tiendra donc du 24 décembre courant jusqu'au 6 janvier 2026. La capitale italienne s'attend d'ailleurs à accueillir à cette occasion 2 fois plus de visiteurs que lors de la dernière année sainte ordinaire, soit 50 millions de personnes, touristes compris.
C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. On se retrouve demain, 18h30.